Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session du programme de formation FIBA Afrique et les équipes médicales. Donc déjà, on s'excuse pour le petit retard. On a eu quelques minutes de retard dû à un souci de connexion. Donc encore bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir 21 pays qui vont suivre cette deuxième édition. Donc il y a l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, la Mauritanie. On ne va pas citer tous les pays, mais on a 21 pays aujourd'hui présents pour suivre cette deuxième session qui sera présentée par le docteur Aboubacar Gaye. Je vais faire une rapide présentation de votre présentateur d'aujourd'hui et ensuite il va vous présenter le sujet en détail. Donc aujourd'hui, il y a docteur Aboubacar Gaye qui est ancien international guinéen de basketball, ancien arbitre international de basketball, ancien commissaire technique de FIBA Afrique. Donc, il a fait ses armes un peu dans tous les domaines du basket. Ensuite, il est devenu médecin du sport après avoir fait ses études en Allemagne. Depuis 1975 jusqu'à 2005, il a été directeur du Centre national de médecine de sport de Guinée, ancien médecin des équipes nationales de la même période, de 1975 à 2006, président de l'Association guinéenne des médecins de 1976 à 2006, et il est président du conseil médical de FIBA depuis 2006. Membre fondateur également de l'Association africaine de médecine du sport. Donc aujourd'hui, il va vous présenter un sujet vaste qui est sur le dopage dans le milieu, le dopage et le contrôle antidopage dans le milieu du basket. Donc je vous laisse avec Dr Gaye. Dr Gaye, c'est à vous. Et bonjour et merci M. Michael. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les membres du staff de FIBA Afrique. Bonjour à mes amis médecins et je vous souhaite donc la bienvenue. Ce n'est pas un cours sur le dopage que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire la procédure du contrôle antidopage. Le cours sur le dopage sera une autre fois, c'est-à-dire certainement dans un mois, nous parlerons encore du dopage, de ses tentacules et tout. Aujourd'hui, nous parlerons seulement de la procédure. Et j'aimerais, à la fin de ce cours, que chacun de vous puisse être certain de pouvoir faire un contrôle antidopage. Voilà. Donc, nous allons parler de la procédure du contrôle antidopage. Il commence généralement toujours par une lettre de mission qui est envoyée par soit l'AMA ou la Confédération africaine, les confédérations de sport ou les fédérations sportives, qui sont une lettre de mission adressée au contrôleur antidopage. Et dans cette lettre de mission, il va être spécifié s'il s'agit d'un contrôle antidopage planifié ou d'un contrôle antidopage inopiné. Le contrôle antidopage inopiné est un contrôle qui se fait dans la lettre de mission. Il est spécifié que le contrôle doit être inopiné, c'est-à-dire un contrôle qui n'est pas planifié. Et ce contrôle, l'agent de contrôle antidopage doit se déplacer pour aller sur le lieu de regroupement de l'équipe ou le lieu d'entraînement de l'athlète qui doit être contrôlé. Et il va spécifier dans cette lettre le lieu, la ville, l'hôtel, les heures d'entraînement, tout sera communiqué au contrôleur antidopage. Et celui-ci se déplace avec tout son matériel, va rencontrer l'athlète et ensemble, ils arrêtent un programme pour un contrôle antidopage. Et ce contrôle va s'effectuer de la même manière qu'un contrôle planifié. Donc, nous n'insisterons pas sur le contrôle inopiné et toute la procédure qui va être effectuée pour le contrôle planifié sera le même que pour le contrôle inopiné. Le contrôle planifié, la lettre de mission va nous indiquer que le lieu de la compétition et la nature de la compétition. S'il s'agit d'un tournoi, une phase finale, où plusieurs équipes sont regroupées, ou
un seul match et une seule rencontre. Tout ça, c'est spécifié dans la lettre de mission. Là, l'ACD se déplace et va vers la compétition et trouve tout le matériel de compétition sur place. La première des choses qu'il va faire, c'est de prendre contact avec les autorités organisatrices de la compétition. Ensuite, il rencontre le médecin qui est chargé de la compétition. Avant même son départ, il établit une communication entre lui et la fédération en question pour connaître les coordonnées du médecin chargé de la compétition avec lequel il va s'entretenir pour préparer son arrivée. Et dès qu'il arrive, après ses contacts, il demandera à rencontrer le médecin qui va mettre sur place une équipe avec laquelle l'ACD va travailler. Et cette équipe sera composée d'un ACD local. ACD local, c'est un agent de contrôle antidopage, des chaperons. Et s'il s'agit d'une compétition masculine, les chaperons sont de sexe masculin. Ici, c'est une compétition de compétition féminine. Les chaperons seront de sexe féminin. Et vous voyez ici une équipe, l'équipe de contrôle antidopage. Ça, c'était au championnat d'Afrique du Cameroun en 2015, championnat féminin. Vous voyez qu'il n'y a que des femmes qui sont chaperons, qui sont des chaperons. Et même l'ACD est féminin. Donc, cette équipe doit être dans cette tenue, une tenue qui peut être remarquée de tout le monde dans la salle. Donc, cet uniforme est donné par FIBA Afrique que nous distribuons, nous donnons à ces chaperons qui doivent enfiler pendant toute la compétition. Les chaperons doivent parler une langue du terroir et eux, ils doivent assister à une réunion avec le superviseur qui va leur donner tous les renseignements qu'il faut, comment ils doivent travailler pour le contrôle antidopage. Et cette réunion avec les chaperons va instruire justement l'utilisation de la fiche de notification qu'ils doivent utiliser. Tout sera mis au clair et nous verrons ceci plus tard. Après, il faut partir visiter le même jour la salle de contrôle antidopage. Et cette salle, d'après la structure normale, il faut 2 salles contiguës, une salle avec une salle de bain obligatoire. La salle de contrôle doit contenir deux tables, des chaises, mais la salle d'attente, elle, doit contenir non seulement des chaises pour les athlètes, mais un frigidaire et en plus un téléviseur si possible. Donc la salle de contrôle aura 2 chaises, seulement pour le médecin et l'athlète qui doit être contrôlé. La salle de bain doit avoir des serviettes, de l'eau courante, du savon, papier de toilette. La structure doit être gardée par un agent de police si possible, un agent de sécurité. Les kits dont le nombre varie selon
la dimension de la compétition et le nombre de contrôles qui doit être effectué. Le nombre de kits sera donc en fonction du nombre de contrôles qui va être effectué. Et généralement, nous faisons toujours un surplus de 2 kits, c'est-à-dire qu'au lieu de, si on fait un 20 contrôles antidopage, nous venons toujours avec 22 kits. Pourquoi? Parce que le dernier qui doit tirer doit avoir la possibilité de choisir entre les 3 derniers kits. Donc, il y a toujours 2 kits supplémentaires qu'il faut mettre. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, ce sont les kits. Ça, c'est les flacons qui sont contenus dans ce kit que vous avez ici, avec moi. Vous avez les récipients de collecte d'urine, ici, qui sont gradués en plexiglas. Et une boîte de banderoles, de bandelettes actives, réactives pour mesurer la densité que vous avez ici devant vous. Et le bouchon intermédiaire ici aussi que vous avez devant vous, ce bouchon doit servir à fermer le flacon pour le contrôle additif qui va suivre après. Tout ceci va être appliqué dans la procédure. Et ça, c'est des cartes portant les numéros pour le tirage au sort. Ensuite, vous avez les fiches de procès verbal dans lesquelles on doit consigner cette fiche va servir, n'est-ce pas, aux médecins qui va remplir cette fiche. Cette fiche sera composée en 3 parties et les 3 sections vont être définies et nous en parlerons tout à l'heure. Il y a la fiche de notification et la fiche de transport des kits. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est justement la procédure. Tout ça, c'était pour vous présenter le matériel avec lequel on doit travailler. Le staff médical doit être obligatoirement 1 heure de temps avant la compétition dans la salle antidopage. La salle de contrôle avant a été déjà inspectée. Si tout ce qui était nécessaire se trouvait dans la salle d'attente pour que les athlètes puissent, n'est-ce pas, trouver le maximum de confort, avoir beaucoup de boissons et pouvoir récupérer avant de passer, n'est-ce pas, pour le contrôle antidopage. Ensuite, on donnera les fiches de notification aux chaperons. Juste dès que les équipes entrent dans la salle, les fiches seront données aux médecins d'équipe pour les informer que pendant la rencontre en question, il y aura un contrôle antidopage. Et le contrôle, le nombre de sportifs à contrôler est défini dessus, soit 1 ou 2 par équipe. Donc, les médecins prennent connaissance de ça et se préparent pour la suite de la procédure. Nous leur disons immédiatement qu'à la mi-temps, on doit procéder au tirage au sort. Et en ce moment, le médecin doit venir
à la table du staff pour participer au tirage au sort. C'est les fiches participer, les cartes que vous avez vues tout à l'heure comportent excusez-moi, problème. Donc, comporte le tirage au sort. Ils viennent à la table et les deux équipes sont présentes avec le staff. Le tirage au sort est effectué par les médecins en question qui vont retourner les cartes, tirer les deux ou l'unique sportif qui va être testé. Mais là, nous avons un système que nous appliquons toujours. Quand ils sont, le tirage au sort se fait à la mi-temps. Les numéros sont enfermés dans des enveloppes que le superviseur doit garder sur lui. Et à la fin du troisième quart-temps, on ouvre les enveloppes, on communique le numéro et les numéros qui sont tirés au sort qui doivent passer au contrôle antidopage. Donc, ces numéros sont répertoriés sur la fiche de notification qui est avec les chaperons. Ils ont pris connaissance et nous avions auparavant à notre disposition la liste de toutes les équipes qui participent. Donc, avec le numéro des athlètes qui doivent être testés. C'est inscrit sur la fiche de notification. Et cette fiche de notification qui doit accompagner l'athlète jusqu'à la salle de contrôle. Le chaperon va attendre donc la fin de la compétition. Le médecin est informé. À la fin du troisième quart-temps, le chaperon a le nom et le numéro. À la fin de la compétition, il prend contact avec l'athlète immédiatement et pour l'informer qu'il a été tiré au sort et il doit signer pour son consentement pour qu'il doit être contrôlé. Et dès qu'il signe, c'est terminé, il consent pour participer au contrôle antidopage. Mais là, j'attire l'attention de tout le monde. Il faut être assez prudent parce que quand une équipe a et que le chaperon va tout de suite demander l'athlète qu'il le suive pour la salle de contrôle, il peut y avoir une réaction fâcheuse de l'entraîneur ou des joueurs qui ne sont pas contents de leur défaite. Nous avons vécu une situation similaire à Tunis, au championnat féminin. Il y a une jeune fille qui n'a pas respecté ce qu'on lui a dit, est partie tout de suite voir une équipe qui venait de perdre. Et moi, je vous assure qu'on ne l'a pas ménagée. Donc, elle a commencé à pleurer et tout ça. C'est pourquoi nous demandons assez de prudence dans ce domaine. Quand une équipe a perdu, il faut être assez prudent et avoir un tact pour pouvoir soutirer le joueur qui est tiré pour l'envoyer à la salle de contrôle antidopage. Donc, ils viennent avec le chaperon dans la salle d'attente, de l'eau, de fruits, parce qu'ils ont perdu assez de liquide pendant la compétition, ils doivent compenser jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour donner, n'est-ce pas, un échantillon pour
échantillon d'urine pour le contrôle antidopage. C'est quand l'athlète sent qu'il est prêt à donner justement de l'urine, un échantillon, il le déclare et il est pris tout de suite comme premier à être testé. Mais là, nous avons de mauvais souvenirs aussi, parce qu'il y en a qui sont très pressés parmi les joueurs, qui viennent, ah, je suis prêt, docteur, il faut que je passe tout de suite. Alors qu'il se trouve qu'il y a dans le flacon A et dans le flacon B, les quantités là aussi doivent y figurer. Et ensuite, les horaires de notification sur le stade. Quand le joueur a signé sa fiche de notification, l'horaire d'arrivée dans la salle de contrôle et l'horaire de la fermeture du contrôle, c'est-à-dire à la fin de la procédure, figure sur la deuxième partie de la fiche. Et la troisième, une partie est réservée aussi au médecin qui doit donner la liste des produits qu'il a donnés à l'athlète pendant les 72 heures. Et la troisième partie, c'est la partie des signatures qui comporte celle de l'ACD, du superviseur, du médecin accompagnateur et de l'athlète. Mais soit dit en passant, c'est que l'athlète vient à la salle de contrôle accompagné soit de son médecin ou d'un membre du staff, s'il le veut. Et à partir du moment où l'athlète a choisi le kit, personne d'autre ne doit toucher à ses flacons. Seul le sportif est responsable de ses flacons. Personne, c'est interdit à tout le monde de toucher à ses flacons. Le joueur, il transvase l'urine. Ensuite, il doit fermer. Mais il faut faire attention que c'est qu'il y a une bandelette rouge pour la fermeture. Si elle est là, on ne peut plus la fermer. Il faut l'enlever pour fermer. Et quand on ferme, il faut que ce soit hermétique. Le flacon hermétiquement fermé et ne peut pas être ouvert si ce n'est pas au laboratoire. Donc, les deux flacons sont fermés et ils sont remis dans le kit. Avant de fermer, il faut que l'on finisse avec la paperasse, c'est-à-dire que le procès verbal doit être complètement terminé. Et quand on a déjà mis toutes les informations sur la fiche du procès verbal, on donne à l'athlète qui doit relire tout ce qui a été écrit, comparer les chiffres, les numéros du kit, les quantités qui sont émises sur la fiche. Et quand il aura tout ça, il est sûr que le contrôle s'est passé dans de bonnes conditions. Il signe. Il est le dernier à signer. Le superviseur a signé, le médecin a signé, l'ACD a signé, l'athlète sera le dernier à signer. Et ça correspond à la fin de la procédure. Et cette fin de cet horaire-là doit être mentionnée sur la fiche. Pourquoi? Au laboratoire, ils doivent savoir qu'un contrôle qui a été fait sans additif, par exemple, va se passer peut-être en 10-15 minutes. Donc, le temps entre l'arrivée de l'athlète dans la salle de contrôle et la fermeture ne doit pas dépasser 15 à 20 minutes. Si c'est un contrôle sans additif. Mais ceux qui viennent fournir les échantillons et qui ne donnent pas la quantité demandée sont obligés de passer à un complément additif. C'est-à-dire qu'il va donner le premier échantillon
qui va être peut-être très minime, 10 à 20 millilitres, il n'a pas atteint les 60 millilitres, qu'est-ce qu'il faut faire? On le retourne dans la salle d'attente avec son kit, mais le flacon rouge est ouvert. On a transvasé les 20 millilitres dans le flacon rouge que l'on ferme avec le bouchon que je vous ai montré, le bouchon additif, comme de test additif. Ce bouchon est temporaire. Donc, on peut le fermer avec ça et il y a un numéro sur la bandelette bleue qui doit figurer sur la fiche, sur le procès verbal. Et ensuite, on remet les deux flacons. Le bleu n'est pas touché, on le remet avec le rouge. On donne à l'athlète qui va attendre dans la salle de contrôle, dans la salle d'attente. Il va continuer à boire le temps qu'il faudra afin qu'il puisse compléter, n'est-ce pas, la quantité qui manque. C'est ce qu'on appelle le complément additif. Puisque les 90 millilitres ne sont pas fournis et il faut les 90 millilitres. Même si on doit rester 2 heures, et ça nous est arrivé souvent de rester 2 heures après la compétition, parce que, par exemple, à Bamako, on l'a fait. Une dame nous a fait attendre pendant 2 heures de temps pour avoir, à l'époque même, ce n'était pas 90 millilitres, c'était 115 millilitres. Pour avoir les 115 millilitres, il nous a fallu 2 heures de temps. Donc, souvent, ça peut se passer. C'est pourquoi on demande toujours aux athlètes de ne pas se presser pour aller faire le contrôle. Parce que s'ils n'arrivent pas à donner la quantité demandée, ça va prolonger, n'est-ce pas, le travail, des heures de 2 heures quand tout le monde est déjà entré, nous, on est encore en salle. Donc, il faudrait qu'ils fassent beaucoup attention pour ça. Après, quand il aura le complément, il viendra, quand il veut faire justement la deuxième mission, il va repartir dans la salle avec un autre récipient, dans la salle de bain, va donner l'urine. S'il arrive à compléter les 90 millilitres, il revient avec son récipient. L'urine qui se trouve dans le flacon A est versée dans le récipient pour mélanger afin qu'ils aient la même densité, quoi. Parce que, en fait, le premier jet a une densité plus forte que celle que la deuxième, parce que là, il a beaucoup bu, et il a beaucoup bu d'eau, et la densité, donc, a été plus faible. Il faut mélanger pour avoir une seule quantité, et on demande, après avoir transvasé l'urine dans les deux flacons, il faut laisser un tout petit peu dans le récipient pour pouvoir mesurer la densité de l'urine que l'on doit mentionner justement sur la fiche dans la deuxième section. Maintenant, la fiche du procès verbal a 4 volets. Le premier volet, c'est la fiche blanche, la première qu'on envoie à FIBA, au secrétaire général de FIBA. Le deuxième volet, c'est la fiche bleue qu'on envoie à l'organisateur, c'est-à-dire la FIBA Afrique, chez nous. Troisième, c'est la fiche verte que l'on donne à l'athlète. Et l'athlète doit pouvoir garder ça minutieusement, soit par devers lui, par devers la fédération, parce que si, dans le cas où il y a un cas positif et que l'athlète n'est pas d'accord, pour réclamer, il faut qu'il présente la fiche verte. Il peut faire une réclamation et pour que l'on puisse contrôler une deuxième fois. Et c'est là qu'intervient le deuxième flacon qui a été conservé au laboratoire que l'on va utiliser pour contrôler de nouveau. Ils vont peut-être dans un autre laboratoire, attendant les résultats. Si les résultats sont conformes, c'est-à-dire qu'il
il a le même résultat que le premier, il est positif, donc il n'y a pas de problème. Mais si le deuxième est négatif, il y a un doute qui va être profitable à l'athlète. Donc, toute cette panoplie de gestes doit être minutieusement faite parce que si on rate un tout petit peu, on compromet justement la carrière de l'athlète. On peut hypothéquer sa carrière parce qu'il va être suspendu s'il y a une erreur qui fait qu'il soit positif alors qu'il ne l'est pas. Il va être suspendu et nous savons ce que ça peut apporter. Mais l'importance de la deuxième, du deuxième, l'importance du flacon qui a été conservé nous amène à avoir des choses que nous n'avons pas vues à la première analyse. Si vous rappelez un peu le problème de Marion Jones, Marion Jones a été la dame qui a eu une médaille d'or aux 100 mètres, une médaille d'or aux 200 mètres, médaille de bronze à 4 fois 100 mètres et médaille de bronze en saut en longueur. Mais cette femme, au moment où elle passait ses épreuves, elle était sous le stanozol, c'est-à-dire des hormones qu'elle avait prises comme produits dopants, mais qui à l'époque ne figuraient pas sur la liste. Donc, elle n'a pas pu être détectée, on lui a donné ses médailles. Mais plus tard, quand les recherches ont été poussées, on a vu justement avec l'échantillon qui est resté, deuxième analyse, on a vu que justement elle était positive. Donc, elle a perdu ses médailles et quand on l'a interviewée, elle n'a pas voulu dire la vérité. Elle a fait même 6 mois de prison pour ça. Elle a perdu ses médailles. Donc, c'est pourquoi il faut être très prudent en faisant cet examen. Voilà, donc, en bref, je voulais vous parler de ça pour attendre et développer tout après dans les questions qui vont être posées. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour pouvoir laisser la place aux médecins pour poser les questions et enfin, on va en discuter. Je vous remercie. Merci docteur pour cette présentation. Maintenant, comme vous l'avez dit, on va passer à l'échange avec les participants. Donc, sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions à l'écrit dans le chat ou alors en levant la main. On vous donnera la parole et ensuite vous pourrez poser vos questions. Docteur Gay, il y a déjà une première question de M. Mohamed Lamine Doucouré qui demande quel est l'intérêt des bandelettes réactives. Les bandelettes réactives, il y a sur la fiche du procès verbal, il est dit que la densité doit être comprise entre 1,00 à 1,2530. Si la densité est moindre que 1,00 ou supérieure à 1,025, le test n'est pas bon. Il doit refaire donner un autre échantillon. C'est ça l'importance de la densité. La densité est mesurée et elle doit être comprise entre 1,00 et 1,025. Ok, d'accord. Je pense, juste pour ajouter les participants, n'oubliez pas de renommer de mettre vos vrais noms à la place de vos noms de téléphone et tout ça, sinon on ne pourra pas vous donner la parole. Docteur, il y a docteur Onifade qui lève la main. Je vais lui ouvrir son micro pour qu'il puisse vous poser sa question de façon. Bonjour, Doyen Gay. Oui.
Bonjour. Voilà, la première, félicitations pour la présentation qui est très belle, succinct et puis assez claire. Et la question rapidement qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux couleurs des volets dans la fiche. Vous avez parlé du volet blanc, le volet bleu, le volet vert, mais le quatrième volet, vous avez oublié. Oui, le quatrième volet, non, je l'ai dit, c'est lui qui accompagne l'échantillon au laboratoire. Tu as raison, parce que le quatrième volet, c'est le plus important d'ailleurs, parce que lui, c'est la section numéro 2. La section 2 ne comporte que des chiffres, il n'y a aucun nom dessus. Et c'est cette fiche-là qui va dans le kit que l'athlète lui-même plie et met dans le kit qui va partir au laboratoire. Mais sur ce volet-là, la première section ne figure pas, ça n'apparaît pas sur cette fiche-là. La troisième section aussi n'apparaît pas, sauf la deuxième. Là-bas, il n'y a que des chiffres. Donc, quand on fait l'examen, quand on fait le contrôle, l'analyse, c'est le numéro du kit qui est pris en considération. Parce que sur les autres fiches, le numéro du kit correspond à un nom. Sur les 3 autres fiches, les numéros de kit qui sont répertoriés dans la section 2 correspondent à un nom d'un athlète qui est dans la section 1. Okay. Donc, cette fiche-là est extrêmement importante. S'il y a un cas positif, c'est le numéro que l'on envoie à l'AMA ou à la Fédération internationale, le numéro et le numéro. Et comme la Fédération a la liste, a déjà la fiche blanche, ils pourront savoir de quel athlète il s'agit. Et donc, ils vont publier. Donc, ça, c'est la fiche, la 4e fiche. OK, merci. Oui. Docteur, on a une question de Olivier Brunel qui demande si vous pouvez lui estimer le coût approximatif d'un contrôle antidopage. Il varie entre 300 et 350 $. C'est justement pour ça, comme FIBA est une fédération qui est pauvre, nous ne faisons que 20 compétitions pendant les afro-basket. Parce que c'est très cher. Parce qu'il y a non seulement, ça c'est seulement le prix du laboratoire, mais il y a aussi le transport par DHL, parce que là, j'ai oublié de vous dire, il y a une autre fiche que nous avons, la fiche de transport, où nous répertorions la nuit du contrôle tous les numéros qui ont été contrôlés. Et cette fiche-là aussi va dans le carton au laboratoire. Le lendemain, allô? Vous n'êtes pas parti? Allô? Ils sont partis. Oui, on vous écoute, docteur, allez-y. Oui. Donc, le lendemain, il faut aller à DHL avec tous les kits dans le carton et là-bas, on va plastifier, on va préparer l'envoi au laboratoire. Donc, ça, c'est extrêmement important et ça se passe le lendemain. Donc, ça aussi, c'est de l'argent. Ça coûte aussi, ça dépend, quoi. Ça dépend des pays, parce que souvent on paye en monnaie locale ou bien en devise, on ne sait pas. Mais au laboratoire, ça varie entre 300 et 350 $ par analyse. Ok, d'accord, docteur. Il y a une question de docteur Abdoulaye Ayouba qui demande à quelle période il faut faire le test, avant ou après le match? Voilà. Ou est-ce que ça se fait même pendant le match? Non, pour les contrôles planifiés, quand il y a une compétition comme l'Afro-Basket, nous faisons toujours après le match. On a dit que le tirage au sort, ça ne peut pas être fait avant parce que même le tirage au sort se fait à la mi-temps. Le résultat du tirage au sort est donné après le 3e quart-temps. Donc, il ne peut être fait qu'après la compétition, mais après le match, après chaque match. Et comme nous faisons 20 contrôles, nous nous arrangeons pour que ce soit les meilleures équipes qui soient contrôlées. C'est-à-dire, on prend à partir des quarts de finale. Parce que si on devait faire depuis le début de la compétition, on serait amené à faire 100 contrôles et le FIBA n'a pas cet argent-là.
Donc, on fait 20 contrôles pendant les grandes compétitions africaines. 20 qui se font tous les jours après chaque rencontre. Un par équipe ou 2 par équipe, ça dépend, jusqu'à la finale. Mais le jour de la finale, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que nous avons dit que l'athlète doit être transporté directement dans la salle de contrôle après le match. Mais il se trouve que le jour de la finale, il y a des remises de médailles, de la coupe, et l'équipe qui a gagné doit fêter, ainsi de suite. Ça nous retarde. On est obligé d'accorder, n'est-ce pas, un espace de temps libre à cette équipe-là pour manifester sa joie. Et donc, ce n'est pas forcément immédiatement que le sportif doit aller en contrôle si c'est la finale. Les autres cas, c'est toujours après le match qu'ils viennent tout de suite dans la salle de contrôle. Ok, d'accord, docteur. On a une question de Voulou Freddy Samuel qui demande quelle est l'attitude à adopter si l'athlète refuse de signer le consentement ou de participer au contrôle antidopage. Ça, c'est une bonne question. C'est pourquoi on dit qu'il faut que l'athlète signe avant de quitter le stade. S'il signe, ça dit qu'il a donné son consentement. S'il refuse de signer, on ne l'oblige pas à le faire. On ne l'obligera pas, mais il veut connaître ce qui se passe. Il sera sanctionné et il sera considéré comme positif, comme un cas positif. S'il refuse de se présenter pour un contrôle antidopage, on se dit qu'il a quelque chose à cacher. Puisqu'il cache quelque chose, donc il est positif. Il est considéré comme positif. Il faut demander si la réponse leur convient en même temps. Hein. Je pense qu'il voulait parler en termes de sanctions, si sanctions il y a. Docteur Voulou Freddy Samuel, n'hésitez pas à réécrire. Sanctions en général, bon, ça dépend des fédérations. Chez nous, au basketball, par exemple, c'est toujours quand un cas est positif, c'est 2 ans. Mais pour le cas spécifique de refus de contrôle, on n'a jamais eu le cas. Mais s'il devait se passer, c'est considéré comme un cas positif et 2 ans de suspension. Ok. Donc, le refus de signer est considéré comme un cas positif. Docteur, on va passer aux questions à l'oral. Il y a plusieurs docteurs qui lèvent la main. Docteur Camara, je vous donne la parole pour que vous puissiez poser votre question. C'est le Guinéen. Oui, je pense. Docteur Camara. Oui, docteur. Oui. Oui, allô? Oui, Allô, oui. docteur. Merci. Ça passe pas. Il a une mauvaise connexion. Oui. Docteur Camara, il y a un souci de connexion. Je pense qu'il est plus simple que vous puissiez écrire. Il n'a qu'à écrire. Voilà, on va faire ça. Merci, docteur, pour cette brillante explication. Merci, docteur. Oui. Ma question est de savoir si ces urines peuvent être utilisées pour d'autres recherches scientifiques. Oui. Ça, c'est une autre bonne question parce on demande toujours à l'athlète, il y a une case qui se trouve sur la fiche du procès verbal. On demande si on peut utiliser, n'est-ce pas, son échantillon pour les recherches, d'autres recherches scientifiques. Il donne l'accord et on notifie oui. Soit il refuse, on notifie non. Mais ils peuvent être utilisés pour d'autres recherches. C'est justement pour ça, c'est justement avec ça que l'on trouve a posteriori, n'est-ce pas, les cas des gens qui ont fraudé et qu'on n'a pas découvert au moment de l'examen du contrôle antidopage. Vous avez compris, camarade? Qu'est-ce qu'il a reçu? Je pense qu'il a un souci de connexion, donc il ne peut pas répondre tout le temps. Mais je pense que la réponse est complète. Il y a docteur Quickie aussi qui demande la parole, donc je vais lui donner la main pour pouvoir répondre. Il va se présenter. Allez-y, docteur. Oui, allô. Bonsoir, docteur. Oui.
Merci beaucoup pour votre brillante présentation. Moi, Oui. je suis au Togo. Oui, Je vous suis depuis le Togo. oui, oui, merci. D'accord. Donc, moi, j'aimerais savoir, les tests antidopage, est-ce que c'est systématique comme ce qu'on voit dans le football? Pardon, Ainsi que les autres. si le contrôle est systématique. Oui, si le contrôle est systématique, comme ce qui se passe au football Oui, ou les autres compétitions athlétiques, oui. et bon, quel produit est considéré comme antidopant? Ah, d'accord. La première question, c'est que chaque fédération a son organisation à elle. J'ai travaillé pour le football. Généralement, j'ai participé au contrôle antidopage de la CAN, phase finale de la CAN. C'est la même chose qu'au niveau de l'afro-basket. Mais eux, en plus, les finales, j'ai fait 2 ou 3 autres finales en club champion, où c'est une seule compétition, où il faut passer deux joueurs par équipe. Ça, c'est au football. En athlétisme, souvent, il est de coutume que les 3 premiers médaillés soient forcément testés. Tu comprends? Au basket, nous faisons les tests que pendant les afro-basket et les clubs champions, les phases finales des clubs champions. Nous faisons toujours 20 contrôles pendant ces compétitions-là. C'est comme ça que l'on travaille au basketball. Donc, ce que vous dites, c'est possible. Chaque fédération a son organisation à elle. Maintenant, pour les produits qui sont considérés comme dopants, nous ne voulons pas empiéter justement à un cours qui va venir, mais il faut reconnaître qu'il y a les excitants du système nerveux central, il y a les narcotiques, il y a les hormones, il y a les bêta-bloquants, et voilà, tous ces produits-là, même les diurétiques. Ah, voilà, c'est bien de poser la question parce que je voulais intervenir sur les diurétiques. Les diurétiques, c'est ce qu'on appelle des produits masquants, masking agents en anglais. Ce sont des produits qui éliminent les traces d'autres substances qui sont dopantes pour permettre à l'athlète justement de passer aux mains le contrôle antidopage. Et ils ont un rôle de faire perdre le poids. Par exemple, les boxeurs. Vous voyez, les boxeurs, un boxeur qui doit boxer à 42 kilos, il veut boxer à 40 kilos parce qu'il sait qu'à 40 kilos, il sera plus performant qu'à 42 kilos. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre, par exemple, au diurétique pour perdre du poids. Vous avez des produits qui, en 2 jours, après 2 heures de prise seulement, ils perdent 3 kilos de poids. Donc, ce sont des gens qui utilisent les masking agents. Et ces masking agents-là sont considérés aujourd'hui aussi comme produits dopants. Donc, je vous ai demandé les classes, non? Je vous ai donné les classes. Les bêta-bloquants, les narcotiques, les hormones, les excitants du système nerveux central, même les PO aussi que vous connaissez. Voilà. Si vous voulez, on ne peut pas rentrer dans les détails des produits, on vous donne seulement les classes. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Ok. Docteur, il y a Roland Dagoli et docteur Abouki qui ont posé le même type de questions sur la liste des produits antidopants. Je pense que vous avez répondu. Oui. Et il y a un dossier qui va sortir dans pas longtemps, comme vous avez dit. Oui. Alors, je passe la parole à docteur Tamkanji Philippe qui lève la main. Il va pouvoir activer son micro et poser sa question. Docteur Tamkanji? Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, le temps qu'il puisse activer son micro. Docteur Mad... Ah, ok, c'est bon, il a activé son micro. Allez-y. Ça ne passe pas. On a un souci de connexion. Il n'a qu'à écrire. Ouais, docteur Kamkanji,
Tamkanji, écrivez plutôt dans le chat votre question. Merci. Je pense qu'on va passer à des questions écrites. Il y a trop de soucis de connexion. Donc, il y a docteur Oumari. Je n'ai rien compris. Non, docteur, j'essaie de couper son micro. Docteur Tamkanji, écrivez plutôt dans le chat. On n'entend pas avec votre connexion. Allô? Oui, docteur, écrivez dans le chat, plutôt dans le chat. OK. Donc, docteur Gaye, on va passer à des questions écrites, ce sera plus simple. Oui, oui. Donc, il y a Omari Bello qui demande, pour éviter que l'athlète touche l'intérieur du flacon, il ne peut Oui. pas enfiler de gants stériles. Comment ça se passe pour récolter l'urine? Est-ce qu'il enfile des gants ou pas? Non, c'est plutôt nous qui enfilons les gants. C'est nous, les examinateurs, qui enfilons les gants. L'athlète, non. On lui montre parce qu'il doit prendre... Est-ce que si je vous montre il voit ce flacon-là, ce récipient? Oui, il le voit, il le voit. Il le voit. Il ne faut pas mettre le doigt à l'intérieur, on dit à l'intérieur, pour ne pas infecter l'urine qui va être prélevée. On leur recommande toujours de prendre comme ça et de fermer. D'accord. Prendre comme ça, mais pas à l'intérieur. Il ne doit pas mettre le doigt à l'intérieur du... Oui, c'est tout. Mais ils ne portent pas de gants s'ils veulent. Mais comme ils peuvent porter des gants, mais non, on ne fait pas porter de gants parce qu'on lui montre tout comment il doit faire pour ne pas justement infecter son flacon. Ok, docteur. Il y a une question de Abdoulaye Ayouba qui demande si on constate que dans une équipe, la moitié des joueurs sont positifs et que cette équipe a gagné par exemple une finale, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, ce n'est pas un cas actuel dans notre cadre parce que nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on ne fait que deux contrôles par équipe ou un contrôle par équipe parce que ça coûte cher. Comprenez? Mais par exemple, au football, ils ont une méthode, c'est que devant la liste, quand on fait le contrôle, ils donnent une liste de tous les joueurs. Et devant chaque nom, les médicaments sont portés. Mais s'il se trouve que le médecin qui a donné un médicament à tout le monde, à 5, 6 ou 7 personnes dans la même équipe, le même médicament qui est testé positif, là, l'équipe, le cas ne s'est pas encore posé chez nous. Hein. Même au football, le cas ne s'est pas posé. Mais je suppose que l'équipe, si le nombre est important, l'équipe perd la compétition, le match. D'accord, ok. On a une question de Jarangar qui demande, est-ce qu'un athlète peut douter du contrôle et demander un second contrôle? Justement, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des 2 flacons, le rouge qui est examiné, qui est analysé, qui va nous sortir un résultat, c'est ce flacon-là. Celui-ci, il est examiné et le résultat va apparaître. Si il conteste, il peut contester, hein? Généralement, il conteste tous. Il peut contester qu'il n'a pas pris de machin et que le résultat n'est pas bon. Il n'y a pas de problème. On demande de sortir le 2e flacon bleu qui a été conservé au laboratoire, qui n'a pas été touché. On donne la possibilité au laboratoire lui-même ou alors il choisit un autre laboratoire. On envoie dans cet autre laboratoire qui va faire l'analyse de l'urine qui a été conservée parce qu'elle n'a pas été manipulée du tout. Et si le 2e résultat correspond au premier qui a été fait dans le premier laboratoire, il sera sanctionné. J'ai dit que si le deuxième résultat diffère du premier,
le doute est en faveur de l'athlète. C'est-à-dire qu'il ne sera plus considéré comme positif parce qu'il y a un doute. Lequel est vrai? Est-ce le deuxième laboratoire ou le premier laboratoire? Non, puis il est dispensé de la sanction. Demandez-lui s'il a compris. Je pense qu'il a compris, mais on a d'autres questions de Dr Daniel Abdallah qui demande si le test est positif Oui. et qu'il y a un second test qui est fait, c'est toujours à la charge de FIBA ou alors c'est à la charge de l'équipe? Je pense que c'est toujours à la charge de la fédération. Le deuxième examen, c'est à la charge de la fédération qui a demandé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, on a Dr Tekpa qui lève la main, donc on va voir si sa connexion est suffisante pour qu'il puisse poser la question. Dr Tekpa, je vous donne la main pour poser la question. Même en France aussi, parce qu'elle est là en France. Ah. Bonjour. Ah. Bonjour, Oui, vous me suivez? Oui, bonjour, oui, je te reçois. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Dr Gay, je vous remercie pour votre brillante présentation. Oui. Alors, ma question est la suivante. Nous savons tous, enfin, pas tous, nous savons qu'habituellement, l'organe ou l'organisme qui est habilité de demander la réalisation d'un contrôle antidopage Oui. est l'AMA, soit l'AMA qui est le niveau supérieur, ou soit l'ORAD qui est l'intermédiaire, ou soit l'ONAD. Alors, dans notre cas à nous, comme vous avez l'habitude de faire les contrôles pendant les compétitions FIBA, qui est cet organe qui est habilité de demander du contrôle antidopage des joueurs? Et est-ce que cet organe fait un feedback ou donne ces informations au niveau central qui est l'AMA? Ah, c'est une bonne question, Tekpa. Mais vous savez, l'AMA est l'organe suprême de contrôle antidopage de l'AMA. L'AMA a ses ramifications qui sont l'ORAD et les commissions nationales qui travaillent. Mais je vous ai dit qu'il y a au début que la lettre de mission peut venir de l'AMA, peut venir des fédérations internationales ou des confédérations internationales. Par exemple, la CAF, la FIBA. Des contrôles inopinés ou contrôles planifiés. Ils peuvent le demander. Mais, et quand on a dit que la première fiche qui est là part, n'est-ce pas, à la fédération internationale, la FIBA, chez nous par exemple. Mais la FIBA est en relation directe avec l'AMA. L'AMA qui centralise maintenant tous les résultats de tous les contrôles qui sont effectués dans le monde entier. L'AMA bénéficie. Vous recevez? Oui, allez-y, docteur. L'AMA a la chance d'avoir justement des organismes dans son organisation qui centralisent tout, même toutes les adresses, tous les déplacements des grands athlètes sont fichés au niveau de l'AMA. L'AMA qui centralise tout, madame. L'AMA reçoit tous les résultats de tous les examens de contrôle antidopage qui ont été effectués dans le monde entier. Votre deuxième question? Votre deuxième question? Oui, la deuxième question est concernant la FIBA. Parce que Oui. vous avez dit les contrôles se passent beaucoup plus pendant les grandes compétitions. Oui. Donc, dans ce cas, est-ce que c'est la FIBA qui demande à ce que les athlètes soient contrôlés ou bien ça vient de l'AMA? C'était ça ma question. Non, ça c'est FIBA, c'est la FIBA qui demande, c'est la FIBA qui demande parce que c'est la FIBA qui finance. La FIBA est une organisation internationale, c'est elle qui demande de faire le contrôle.
Et nous avons eu, bon, il n'y a pas beaucoup de cas, il y a peut-être 2 ou 3 cas depuis que je travaille là-dedans. Ben, et la sanction est prononcée par FIBA venant de l'AMA qui reçoit du laboratoire, qui reçoit de FIBA Monde les résultats, prend la décision et informe la fédération FIBA, la FIBA informe la FIBA que telle personne a été testée positive, n'est-ce pas, au cours de votre rassemblement de Cameroun ou du Sénégal, et que, voilà, vous avez un cas positif. On vous donne le nom de la personne et la sanction tombe au niveau de la FIBA. Le joueur est suspendu chez nous, en tout cas, c'est 2 ans. Dans le premier cas, si c'est le premier test qui a été positif, mais s'il est récidivant, par exemple, il récidive, là, il est complètement suspendu à vie. Et la suspension à vie, il sera interdit de pratiquer le basketball sur toute l'étendue de la planète. Il ne peut pas être entraîneur de basket, il ne peut pas jouer au basket, il peut faire autre discipline, ça, il est libre, mais dans la discipline mère, il ne pourra plus exercer. Oui? Docteur Tekpa, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vous remercie pour les amples explications. Merci. Merci, docteur. Docteur Gaye, on a une question de docteur Bangoura qui demande en cas d'erreur de procédure, comment ça peut être corrigé ou bien qu'est-ce qui en découle? Je pense qu'il veut dire s'il y a une erreur de procédure et il y a un athlète qui est positif, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Il faut... Attends. Non, il n'a qu'à bien poser sa question parce que c'est un peu général, ça. Oui? Docteur Bangoura, réécrivez votre question en la précisant un peu plus. Comme ça, docteur Gaye pourra y répondre. On a une question un peu plus ouverte de Natia Ramos qui demande, à votre avis, c'est quoi la meilleure façon de lutter contre le dopage dans le basket? De lutter. C'est une question plus ouverte. Mais... Oui, ben, en fait, la lutte pour le contrôle, la lutte contre le dopage, c'est la première branche, c'est justement le contrôle antidopage. C'est une forme de lutte parce qu'elle nous permet de détecter justement ceux qui se dopent et qui vont être sanctionnés. Nous demandons à toutes les fédérations de basketball d'en faire un problème, d'en faire les siens. Il faut passer à la télévision, il faut en parler avec les journalistes, il faut que les journaux en parlent. Et les journaux, le contrôle antidopage, la télévision, tout ça, ce sont les moyens de lutte. Et les sanctions qui tombent, ce sont les moyens de lutte. Au basket, comme dans les autres disciplines, c'est la même chose. Et aussi, nous faisons beaucoup de cours sur le dopage, parce qu'à toutes les rencontres, que ce soit en junior, en cadet, on a toujours un cours sur le dopage pour informer les médecins afin qu'ils répercutent ça au niveau de leur fédération. C'est un moyen de lutte aussi. Les conférences, le contrôle antidopage, la télévision, les journaux, les pancartes dans la ville ou au stade, en disant que le contrôle, le dopage enfreint à la morale sportive, enfreint entraîne l'incapacité des athlètes. Il y a beaucoup de choses que l'on peut imaginer. Voilà. Est-ce que sa question est répondue? Demandez-lui. Gloria, c'est répondu? Elle a demandé les moyens de lutte. La réponse, oui, oui. Alors, la question de Bangoura, là, s'il vous plaît. Allô? Oui, Diop, oui. Michael Diko.
Voilà, je Microphone, disais, pas de microphone, Michael. voilà, Oui. je disais, comme vous l'aviez Oui. bien expliqué, Oui, lorsque le médecin est programmé à oui, pouvoir prélever un oui, athlète, qu'au lieu du prélèvement, dans les procédures, c'est-à-dire dans la technique de prélèvement, lorsque oui, survient une erreur sur le lieu de prélèvement, oui. comment le médecin peut-il corriger l'erreur sans que l'athlète ne sorte de ses mains dans le lieu de prélèvement? C'est-à-dire, quelle est la procédure par laquelle il doit passer pour retenir l'athlète pour qu'il puisse le prélever sans que l'athlète ne puisse quitter le lieu? Oui, mais comment est-ce que, M. Bangoura, Dr Bangoura, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a eu erreur si l'examen n'a pas, si l'analyse n'a pas été faite? Bon, moi je prends un exemple. Par exemple, Oui, vous oui, remettez le tube de prélèvement à l'athlète. oui, L'athlète, en le manipulant, arrive par exemple à mettre sa main dans les urines. Donc, moi je oui, considère que l'athlète n'est pas propre et que vraiment la main qui s'est mise dans l'urine est une main souillée. oui, Mais souillée de quoi, je ne sais pas. Il peut y avoir une erreur dans les analyses. oui. Voilà. Et si par exemple, le médecin qui est à côté de l'athlète constate cela, quelle est la procédure, s'il vous plaît? Mais on lui dit de refaire le test, il lui va donner un deuxième échantillon. On a eu le premier avant. Si on constate Oui. la manipulation, l'erreur avant que l'on ne ferme les kits, que la procédure soit terminée avant, on demande de refaire un autre test. Il se peut, voilà, si au cours en transvasant l'urine, par exemple, de la bouteille, du flacon, vers le récipient, que le machin tombe. Il y a une bandelette rouge sur le flacon, ici. Si cette bandelette tombe, par exemple, dans l'urine, ça, c'est un cas de souillure. Voilà. On annule. D'accord. Et on lui dit de reprendre, de fournir un autre échantillon. Mais on le précise. Sur le dos de la fiche, on précisera que l'urine, l'échantillon qui a été donné est un deuxième échantillon, pour la simple raison que le premier échantillon a été souillé. C'est le laboratoire qui va décider après, mais je pense que le laboratoire, il n'y aura pas, et n'auront rien à redire dessus, parce que le contrôle sera fait normalement. Parce qu'après, quand il va fournir un deuxième échantillon, on reprend toute la procédure jusqu'à la fermeture du kit. Et une fois que c'est fait, ça part et le laboratoire fera son travail. Mais ce que vous avez dit, quand il y a une erreur que l'on constate avant la fermeture, on reprend le test. Merci. Merci. Ah ben, hein? Bien. Docteur Gay? Oui. Allô, docteur? Allô, docteur? Oui. Oui, permettez-moi de revenir. Oui, oui. Si vous pouvez intervenir. Il y a beaucoup de questions, mais ils ont moins de temps. Parce que les questions ne Vous me suivez? Oui, je me suis. D'accord, d'accord. Bon, moi j'ai pris le train en marche, je n'avais pas suivi le début. Je ne sais pas, le test porte sur quoi? On prélève quoi? J'entends parler d'urine. À part urine, on prélève aussi le sang pour analyser. On peut prélever le sang, oui. Oui. Il y a deux possibilités de tests. Il y a le test de l'urine, il y a le test sanguin. Le test sanguin, c'est un test qui permet de découvrir au niveau du prélèvement du sang la quantité exagérée de globules rouges. Parce qu'en fait,
Dans le dopage du sang, le dopage sanguin, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une augmentation de production, de fixation de l'oxygène. Et quand la quantité d'oxygène est importante dans le sang, la pratique, c'est-à-dire que la performance augmente. Donc, il faut augmenter le nombre de globules rouges. Allô? Oui, je vous suis. Il faut augmenter le nombre de globules rouges dans le sang. Pour ça, l'EPO qui est fourni par les reins dans l'organisme. Et en augmentant justement la quantité importante, il peut avoir des risques avec l'EPO, par exemple. Vous pouvez être amené à une attaque cardiaque, à un problème édémateux, l'œdème et tout ça. Bon, mais en fait, leur politique, comme je vous dis, c'est pour augmenter la quantité et le nombre de globules rouges. Vous voyez la manipulation qu'on appelle la transfusion sanguine. C'est une méthode qui était très utilisée, que les gens aimaient faire. Parce que là, on prend une quantité de sang que l'on laisse dans le réfrigérateur qui va se solidifier, qu'on va conserver. Et peu de temps avant la compétition, la veille ou le jour de la compétition, on liquéfie et on réinjecte le sang qui a été prélevé chez l'athlète. Il est autogène quand c'est le même athlète à qui on a prélevé le sang et qu'on réinjecte. On augmente le nombre de globules rouges qui va fixer plus d'oxygène et qui va être plus performant. Ou alors on prend sur un sujet A, on va projeter, infiltrer un sujet B. En ce moment, on a une transfusion hétérogène. Mais là, il y a des risques, parce que non seulement il y a des risques d'embolie dont je viens de parler, des problèmes d'attaque cardiaque, mais il y a aussi la transmission des maladies vénériennes, des maladies contagieuses et tout ça. C'est pourquoi. Et l'AMA est d'accord que le contrôle par les urines soit le plus utilisé. Oui, parce qu'avec le contrôle des urines aussi, on peut trouver justement les traces de l'EPO aussi. Oui. Donc, si c'est l'EPO qu'on recherche généralement dans le test sanguin, on peut le retrouver aussi dans le test des urines. Donc, l'AMA privilégie quand même le test de passer par le contrôle antidopage par les urines. Docteur, je suis obligé de vous dire que la formation est bientôt terminée. On a commencé avec quelques minutes de retard, donc on va pousser de 5 minutes maximum. Non, là, je donne la parole à Docteur Onifade. 10 minutes, parce que c'est un sujet important. Les gens ont beaucoup de questions, laisse tomber. Je te demande 10 minutes. Encore, continuons. Docteur Onifade. Oui, bonjour. Merci. Oui. Voilà, merci. Doyen, je voudrais savoir le délai de résultat entre le prélèvement, l'envoi au laboratoire et le retour pour les résultats. Parce que vous savez très bien l'état d'esprit des gens. Quand ils sont prélevés, tout le monde attend et on n'est pas tranquille. C'est une bonne question. Ça, tu sais, Onifade, oui. Il y a d'abord deux possibilités. La première, s'il y a beaucoup d'argent, oui. Et si vous êtes dans un pays où il y a des laboratoires accrédités, parce que ce n'est pas tous les laboratoires qui sont autorisés à faire les tests d'antidopage. Tu sais, en Afrique, par exemple, il n'y avait que deux. Il y avait la Tunisie et l'Afrique du Sud. Mais la Tunisie, pour des manquements dans les principes de travail, a été permis. Donc aujourd'hui, nous n'avons que l'Afrique du Sud qui fonctionne et l'Afrique du Sud. Donc, si vous êtes dans un pays où on peut faire directement le contrôle le même jour, on peut vous donner le résultat. Là, vous pouvez faire un contrôle aujourd'hui, on vous donne le résultat le soir et le lendemain, vous publiez le résultat. Si le joueur doit être sanctionné ou éliminé de la compétition. Mais ça coûte excessivement cher. C'est plus cher que justement les contrôles que l'on fait à longue distance.
Ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est que vous faites le contrôle et vous, comme on le fait à FIBA Afrique, vous emmagasinez tout dans le même carton, vous envoyez. Mais là, ça dure 1 semaine à 10 jours. Ce que vous vouliez savoir, le délai. 1 semaine à 10 jours, le résultat tombe. Mais c'est des résultats qui viennent a posteriori. Ça n'influence pas du tout le résultat de la compétition. Mais si on veut qu'il influence le résultat de la compétition, il faut faire les tests au jour le jour. Mais là, il faut aussi être dans un lieu où tu as un laboratoire accrédité qui peut travailler jour et nuit et avoir aussi beaucoup d'argent parce que ça coûte excessivement cher. D'accord. C'est compris. Merci. Oui, merci. Docteur, on va passer à docteur Majida Dem Prudent qui lève la main. Oui. Ça fait un moment qu'il lève la main, donc on va lui passer la parole. Ok, merci beaucoup. Merci bien à vous, cher docteur Gueye, pour la présentation. Oui. En fait, cette présentation est aussi claire pour moi, tout comme celle de l'UNESCO à Paris et de l'AMA à Katowice. Oui. L'an dernier que j'avais eu l'opportunité de participer. Oui. Mais il y a une chose. J'ai eu une petite expérience à Tunis lors des éliminatoires mondiales. Oui. Et la procédure n'a pas été carrément vraiment respectée. Et ces jours-là, je n'étais même pas informé. C'est l'entraîneur qui était venu me dire que voilà, 2 de nos joueurs étaient sélectionnés. Et entre-temps, je ne sais pas si c'est le chaperon ou bien l'ACD qui s'était présenté, je ne sais pas. Et il a laissé... C'est quelle compétition de basket? Oui, les éliminatoires mondiales à Rades. Ah oui, à Rades. Ah, mais ça, c'est un... Oui, d'accord. Oui, la délégation tchadienne, au fait. Oui. Non, ça, ce sont... Attention, hein. Il y a des... J'ai dit qu'il y a 2 sortes de tests que l'on fait. Il y a les inopinés et les tests groupés, les tests planifiés. Ça, c'est des tests inopinés. Ce dont vous parlez, c'est des tests inopinés. Il se peut que la commission indexe sans tirage au sort une personne ou 2 personnes qui doivent passer le contrôle de test par équipe. En effet, c'était bien ça. Voilà. Sauf que l'erreur était que l'ACD ou bien le chaperon n'avait pas à laisser un temps et un des athlètes était parti aux toilettes. Ah non, il faut informer. Il faut informer avant la fin de la compétition. Non, ça n'a pas été fait. Donc, il l'athlète était parti uriner. Et ces jours, c'était vraiment... on informe. Et d'ailleurs, quand on fait le tirage au sort, après le 3e quart-temps, on dit toujours au médecin, s'il vous plaît, dites à celui qui doit passer au contrôle, soufflez-lui dans l'oreille qu'il ne doit pas uriner parce qu'on aura besoin de son urine. Effectivement. Donc, il faut informer avant la fin de la compétition. Ça, c'est une erreur. Parce que là, ça va faire durer le contrôle. L'intéressé sera obligé de donner des additifs. Effectivement, et c'est ce qui remonte à une des préoccupations de quelqu'un ici par rapport à la qualité des résultats. L'autre, lui, il a évoqué par exemple le fait que ça soit souillé. Mais or, ici, même la teneur, la concentration n'était pas tellement bonne. Donc, il va falloir encore prélever, prendre d'autres échantillons. Ça doit dire, il a uriné, il a déjà dégagé, il va boire beaucoup d'eau, donc l'urine va être très légère et la densité sera faible. Et là, on a passé carrément toute la nuit là jusqu'à le petit matin. Oui, je te dis. Voilà, donc c'est pour revenir à la PME. Il y a une des préoccupations d'un confrère qui était passé bien avant moi. Oui. Ou bien, donc peut-être de telles situations, on était obligé d'utiliser 3 kits. Parce qu'à chaque fois, la teneur n'était pas vraiment au top. Donc, heureusement, bon, celle qui a appelé de la France, elle a pris un peu ma préoccupation. C'est que sûrement c'est FIBA Monde parce que c'était les éliminatoires de mondial. Je ne sais pas trop, ou bien c'était au niveau de l'ORAD qu'ils ont eu à réaliser cela. Mais franchement dit, il faudrait que les prochaines fois que le procédure soit vraiment respectée. Sinon, c'était frustrant. En tout cas, tu sais, bon, comme tu dis, c'est l'ORAD aussi peut. L'ORAD, à part l'AMA peut demander à l'ORAD
d'organiser un contrôle pendant une compétition sans passer par l'organisation, par l'organisme dirigeant, quoi, sans passer par la FIBA. C'est ça, c'est même. possible, c'est ce qui s'est passé. Oui. Bon, mais ça, c'est des contrôles inopinés. Mais nous, moi, par exemple, je sais, j'ai fait une fois un contrôle d'une championne bulgare qui s'entraînait à Dakar. On m'a envoyé tous les renseignements, juste aller à Dakar pour faire son contrôle. Oui. C'est une championne de saut en triple saut, là. Championne du monde. Bon, mais l'AMA demande à l'ORAD et l'ORAD désigne quelqu'un. Et comme moi, j'étais de l'ORAD, de la zone ouest africaine, on m'a envoyé à Dakar. C'est possible. Aussi, il y a quelque chose que je dois te mentionner. C'est que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui n'a pas été tiré au sort, mais que la commission a contrôlé. Oui. Le soin est là, c'est possible. On observe les gens sur le terrain. Oui. Vous voyez ceux qui sont agressifs, qui gesticulent, on sent qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose. Oui. Vous pouvez voir votre secrétaire général qui est là, le patron de la confédération, vous lui demandez, je veux que celui-là aussi fasse partie du contrôle. Donc, en supplément, on peut le prendre sans qu'il soit tiré au sort. Mais dans le cas de l'ORAD, ça, c'est un problème de l'ORAD, comme vous l'avez dit, mais ils auraient dû informer avant. Il faut toujours informer. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'était juste également pour compléter. Voilà, d'accord, merci. Merci bien à vous. Oui, merci. Merci, docteur. On va prendre une dernière question. Après, je vais vous laisser conclure. On a docteur Diakité Bekay qui demande la sélection des athlètes. La sélection des athlètes pour les contrôles inopinés. C'est complètement confidentiel ou bien sûr, est-ce que vous vous basez sur les performances pour sélectionner les athlètes, par exemple? Non, inopiné, la sélection. Oui. Non, il n'y a pas de sélection. Non, Bekay. Bonjour, Bekay. Je le connais d'ailleurs très bien, le Malien. Il n'y a pas de sélection dans le cas de contrôle inopiné. Le contrôle inopiné, il est désigné soit par l'ORAD, soit par l'AMA, soit par la confédération elle-même. On vous donne le nom d'une personne, d'un athlète qui se trouve dans tel lieu, on vous dit, allez-y, vous allez le contrôler, faire un contrôle antidopage. Ce n'est pas, c'est inopiné comme on vous dit, inopiné, ce n'est pas prévu. Demande-lui, s'il a compris ou s'il y a autre chose. Je n'ai pas compris. Je pense qu'il a compris, mais la précision, le point précis de sa question, c'était est-ce qu'on se base à un moment donné sur les performances du joueur pour faire les contrôles? Oui. Les grands champions. Les grands, au basket aussi, on prend les grands champions. Les joueurs qui sont en NBA, par exemple, qui viennent en compétition africaine, on peut demander de contrôler telle personne. Donc, c'est en fonction de la performance. Au football aussi, c'est les grands champions, les grands footballeurs qu'on peut prendre en contrôle inopiné. En athlétisme, c'est obligatoire. Tous les grands champions là sont contrôlés inopinément. À tout moment, parce qu'ils ont beaucoup de compétitions, on ne peut pas attendre pour les contrôler. Partout où ils sont suivis, leur mouvement est suivi, le contrôle est effectué à tout moment. Donc, la sélection n'est jamais faite. Il est inopiné, mais c'est en fonction justement des... Quand un joueur n'est pas bon, qu'est-ce qu'on a à chercher avec lui? Quel contrôle on va faire puisqu'il ne sert à rien? Il faut quelqu'un qui cherche une médaille que l'on va contrôler. Donc, Bekay, c'est en fonction de leur performance. Hein. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf erreur de ma part. Pour ceux qui ont plus de questions, vous pouvez écrire à Dr Gay directement par mail ou écrire à FIBA, on vous donnera le mail de Dr Gay. Docteur, moi, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je vais vous laisser conclure. Et ensuite, on va leur dire à samedi prochain. Je ne sais pas si Dr Ben Amour aussi voudra parler à un moment donné. Oui, Ben Amour. Oui. Ben Amour. Il est là? Il est là. Ben Amour. Il faut rétablir le son. Voilà.
Il dit quoi? On ne vous entend pas, docteur Benamor. Le micro. Et là, vous m'entendez? Oui, je te reçois, Benamor. Bonjour, mon ami. Ça, bravo, hein, c'est une belle présentation et puis tu as bien animé. Hein, c'est beaucoup le sujet est intéressant et il y a beaucoup de questions. Merci. C'était bien. Juste une question, je voulais savoir, est-ce que la quantité d'urine dans le flacon, est-ce qu'il y a une limite à la quantité d'urine dans le flacon, dans le premier et dans le deuxième? Oui. Non, quantité, il y a une limite inférieure. Inférieure, oui, voilà. Limite inférieure, c'est 60 dans le flacon 60 cc. A et 30 dans le flacon B. Mais le flacon A peut avoir 100, le flacon B peut avoir 50 ou 60, mais il ne doit pas être au-dessous. 60 et 30, hein, c'est toujours 60 et 30. Pas au-dessous. Limite inférieure, non, parce que c'est même désigné ici, le bas de la chose, c'est la limite inférieure. Ne doit pas dépasser en dessous. Voilà. Parce que je crois qu'une fois, je pose la question, parce que je crois qu'une fois, un athlète, ils avaient le deuxième flacon, il y avait, ce n'était pas dans le basket, mais j'ai oublié c'était quel athlète, il était positif sur le flacon A à la première mesure, et oui. Sur la deuxième, il y avait juste un tout petit peu moins, et donc le labo avait refusé d'examiner le deuxième flacon. Et ouais, tout le contrôle est tombé à l'eau. Hein. J'ai oublié, c'était un nageur, je crois, un truc comme ça. C'est bon, c'est pourquoi on dit qu'il faut, même s'il faut faire 2, 3 additifs, 3 fois, il faut faire des additifs, il faut que l'on ait la limite inférieure demandée. Oui. Oui, 30 millilitres pour le deuxième et 60 millilitres pour le premier, c'est obligatoire. Limite inférieure, mais limite supérieure, on n'a pas. Merci, mon ami, merci Boubacar. Mais je crois que, bon, pour conclure, je pense qu'il faudra peut-être programmer un cours sur le dopage, parce que ce que nous avons fait, ce n'est que la procédure. Il faut que nous parlons du dopage de fond en comble, depuis l'origine, la définition et tout, les inconvénients et tout, les moyens de lutte et tout, comme ces questions sont posées qui concernaient justement ces chapitres. Il faudra, en tant que directeur de ce cours, programmer un autre cours pour le dopage. Oui. D'accord, on va programmer ça, vous allez nous dire ce qu'il faut faire exactement, mais avant ça, moi je veux juste rappeler aux participants, samedi prochain à 10 h, il y a une 3e session avec Dr Benamor qui parlera des douleurs à la cheville. Des entorses de la cheville, des entorses à la cheville. Juste avant les formations, n'oubliez pas de mettre vos noms. Comme ça, on peut savoir à qui on a affaire. Donc, je vous laisse avec le président, avec le Dr Gay et le Dr Benamor pour la conclusion. Allez, Benamor? Oui. Oui, vas-y, je conclus après. Oui, je te félicite encore une fois. Effectivement, je pense que vu la quantité de questions et le type de questions qui ont été posées par les participants qui ont été vraiment nombreux et ça a fait du baume au cœur, tout ça, on va planifier dans une prochaine session, je pense, toute une session sur le dopage avec deux ou trois présentations sur l'historique, comme vous avez dit, sur quelles sont les substances dopantes, sur la prévention du dopage, particulièrement chez les jeunes, parce que là, au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui se dopent, parfois même à leur insu, et ça va être je pense qu'on va programmer ça sur 2 ou 3 sessions pour faire une formation un peu plus étendue et un peu plus complète vis-à-vis de tous les collègues qui s'intéressent à ça et c'est un sujet fondamental quand on fait de la compétition, fondamental pour la santé des athlètes d'abord et pour la régularité de toutes les compétitions et pour l'équité sportive elle-même. Merci. Merci Benamor, merci Michael, je suis très heureux et je sais que à partir de ce cours, beaucoup de jeunes médecins qui sont avec nous savent maintenant de quoi il s'agit, comment faire un contrôle antidopage et qu'ils ont bien assimilé la procédure. De toute façon, je ne reste pas fermé, mon ordinateur est ouvert, à tout moment, ils peuvent me contacter et je pourrais discuter tout le temps avec eux sur le programme. Je suis très fier d'avoir pu donner ce que j'ai
au fond de ma tête. Tout ce que j'ai sorti et je suis content que ça a pu profiter à ces jeunes médecins et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à samedi. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Patrick.